répondre, mais d'abord, ça va être un peu plus délicat. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous montrer surtout comment on travaille le chapitre sur la communication intercellulaire, comment on l'aborde. Euh, vous allez au premier schéma, pas le premier schéma, euh, non, j'ai. Page 130 et je pense 131 en haut. C'est dans ces schémas-là, page 130 et 131, c'est les trois manières, les trois exemples que l'on va voir pour la communication intercellulaire que vous allez voir dans tout le chapitre. Donc, en gros, la communication intercellulaire, elle peut se faire de trois manières. Et c'est les trois manières que vous allez rencontrer dans le chapitre communication intercellulaire. Je dirais chapitre 11. Première possibilité, on va aller à la plus simple, c'est la deuxième, celle que vous connaissez par cœur. C'est que j'ai un ligand qui est hydrosoluble. Hydrosoluble, c'est-à-dire qu'il est bien dans l'eau, bien dans le sang, et qui veut donner un message à quoi? À une cellule. Donc là, il va rencontrer un récepteur transmembranaire. C'est normal puisqu'il est hydrosoluble. Donc s'il est hydrosoluble, il ne va pas pouvoir passer la membrane plasmique. Et là, il y a ce qu'on appelle, vous vous rappelez, le phénomène de transduction mécanochimique. Donc, c'est quoi la transduction mécanochimique? J'ai un contact à l'extérieur, je le diffuse à l'intérieur. Donc là, on va avoir plusieurs possibilités de diffusion du message. Soit le message, finalement, il va modifier une protéine existante déjà. Il peut avoir un effet sur le cytosol, sur le noyau, en jouant le rôle de FRT. Il va avoir tous les rôles que vous connaissez. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre l'exemple d'un RCPG. Le ligand, il va aller sur le RCPG, il va activer une protéine G. Classique. On avait vu... Bref, vous allez voir tous les cas, ok, où quand il y a une protéine qui vient vous l'avez vu aujourd'hui, sur un récepteur tyrosine kinase, qui va avoir comme effet de créer des cascades de phosphorylation. Ça, c'est le truc classique. J'ai un ligand liposoluble qui va rencontrer un récepteur transmembranaire. Bon. Le schéma juste au-dessus, alors non, pas juste au-dessus, la page à côté, la 131, ça, c'est un truc que vous connaissez, que vous voyez un peu plus rarement. Eh bien, c'est quoi ce schéma-là? Donc, en haut de la page 131, c'est le schéma que vous connaissez, que je vous ai déjà fait tomber en écurie, même si ce n'est pas celui-là. C'est quand il y a un ligand liposoluble, comme par exemple des hormones, stéroïdes, ça vous dit quelque chose, qui vont aller sur... Alors, l'hormone stéroïde, elle a besoin d'un transporteur sanguin puisqu'il est liposoluble. Donc, dans le sang, il ne peut pas s'en sortir tout seul. Mais à travers la membrane plasmique, il va presque diffuser. Donc là, il y a marqué plus ou moins récepteur membranaire, mais finalement, je ne connais pas d'exemple où l'hormone stéroïde a besoin d'un récepteur pour passer la membrane, puisque la membrane, elle est hydrophobe. Donc, elle va passer par diffusion dans la membrane. Et cette protéine-là, cette hormone-là en question, va aller sur son récepteur nucléaire, dit récepteur cytosolique. OK? Ce récepteur cytosolique ou nucléaire, c'est le fameux récepteur où il y avait les parts dessus. Okay, c'est un des exemples. Okay, vous vous souvenez, l'hormone qui va sur le récepteur avec les parts, qui va libérer les HSP, en tout cas les chaperons, et qui va faire en sorte d'avoir un effet d'aller sur le noyau, d'aller sur l'ADN, excusez-moi, pour provoquer une transcription, traduction, et qui va aboutir à un autre effet. Okay, donc ça, c'est le deuxième exemple. Alors, on peut avoir une modification directe sans passer par l'ADN, mais la plupart du temps, ce que vous allez voir dans le chapitre 11, c'est ça, c'est l'hormone qui va sur son récepteur nucléaire, qui va se dimériser, vous vous souvenez, dimérisation,
qui va aller avec le NLS, qui va aller vers le noyau, et donc vers l'ADN. Alors, ce récepteur, il est dans le noyau, hein, d'accord? Il est dans le nucléoplasme. Vous allez voir après, dans le chapitre 9, nucléoplasme, noyau, etc., nucléole, tout ça, la différence. Mais il est dans le nucléoplasme. Et là, le récepteur va aller sur une séquence, je ne sais pas si vous vous souvenez, une séquence précise de l'ADN. Okay, une séquence précise, pas une séquence aléatoire. Quand un FRT il va sur son récepteur, okay, sur son ADN, eh ben, il y va de manière très précise. Ça, c'est le deuxième schéma, si vous voulez, le deuxième schéma de réaction que vous allez avoir. Et enfin, la page précédente, la dernière possibilité qu'on peut avoir dans ce chapitre 11, c'est pour ça qu'il faudra voir chacun individuellement. Dernière possibilité, c'est quoi? Ben, je suis un signal gazeux. Par exemple, le monoxyde d'azote. Vous l'avez vu depuis le début de l'année que le monoxyde d'azote, ben, lui, il n'a ni besoin de récepteur, ni besoin de transporteur, il n'a besoin de rien. Il va passer par diffusion. Il va passer par diffusion à travers la membrane plasmique. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lui, son action à ce NO, c'est qu'il va modifier, et c'est toujours comme ça, la guanylate cyclase. Alors, cette guanylate cyclase, je vous enverrai, si vous voulez, la réaction en chaîne à partir du GMP qui va donner, grâce à la guanylate cyclase, le GMP cyclique. OK? Et le GMP cyclique, il se retransforme en GMP, je crois, avec la phosphodiestérase. Vous avez vu ça? Bon, ça, c'est ce que vous avez vu normalement aujourd'hui. On va le revoir. Mais en tous les cas, le NO, son but, et c'est toujours comme ça, quand il va interagir avec une cellule, il va augmenter le GMP cyclique. Et on va voir ça a quoi comme effet d'augmenter le GMP cyclique. Vous allez voir, la plupart du temps, ça va créer une vasodilatation. OK? Une vasodilatation, un relâchement même musculaire. D'accord? Voilà. Donc, je répète, ça, c'est les trois possibilités que vous allez voir dans le chapitre 11. Et il faudra distinguer, est-ce que je suis la première possibilité, donc récepteur transmembranaire, deuxième possibilité, récepteur nucléaire, et troisième possibilité, il n'y a pas de récepteur, c'est le signal NO. Donc, la plus grosse partie du chapitre 11, c'est sur comment ça s'appelle, les récepteurs transmembranaires, ok? Mais on parle des autres également. On va parler d'abord des récepteurs transmembranaires. Donc, on va changer de page. Alors, on va aller à la page 131. Et ça aussi, c'est facile. C'est les trois récepteurs membranaires que vous allez voir dans le chapitre 11. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 6, il y en a 3. Il y en a un que vous connaissez hyper bien, c'est le RCPG, 7 domaines transmembranaires. OK? Le ligand principal, vous le connaissez, c'est l'acétylcholine, on va en voir d'autres. Et il a des protéines G trimériques qui lui sont associées. Deuxième possibilité, c'est quoi? C'est le récepteur tyrosine kinase, ça que vous avez entreaperçu, on en avait un peu parlé. Et là, son mécanisme de fonctionnement, il est un peu différent, voire complètement différent du RCPG. On va le voir tout à l'heure, mais en gros, c'est quoi? C'est un récepteur qui chope son ligand, premièrement. Deuxième étape, phosphorylation. Vous l'avez vu là dans le chapitre d'aujourd'hui, ça? Troisième étape, endocytose. Et c'est dans l'endocytose, pendant l'endocytose, que ce récepteur il est actif. Ça, c'est une nouveauté pour vous. C'est que l'endocytose de ce récepteur-là, tyrosine kinase, il n'est pas significatif d'une inactivation. La plupart du temps, quand on a une endocytose, ben, la truc, elle dégage. Okay, ça va à la poubelle. Et c'est le cas de RCPG d'ailleurs. Et on va voir la différence entre l'insuline et le glucagon. Mais ici, ce récepteur tyrosine kinase, dans son fonctionnement, il va être endocyté. Bon. Et enfin, le troisième chose que vous connaissez et que vous allez revoir en histologie, c'est le récepteur à 4 domaines transmembranaires. C'est un récepteur qu'un canal ionique. Okay, vous vous souvenez, dans le potentiel d'action, lorsque l'acétylcholine va dans la fente synaptique et qui va rencontrer un récepteur pour provoquer une dépolarisation de la cellule. Aurèle, c'est bon ça? Non, c'est en 8 minutes, on le voit. En 8 minutes, si, on va le voir. Vous l'avez vu effectivement. Eh ben, ce schéma-là, le récepteur qui va
réceptionner l'acétylcholine, c'est ni le RCPG ni le tyrosine kinase, c'est le récepteur. Alors, vous allez voir en histo, ça s'appelle, je crois, nicotinique ou muscarinique. Bon, peu importe. OK? Tout ça, je répète, il y en a trois. On va aller voir les trois dans l'électron, RCPG, tyrosine kinase ou récepteur muscarinique, récepteur cationique. Une remarque très importante, deux remarques très importantes sur ce schéma. Alors, il n'est pas mis sur ce schéma-là, mais oui, il y en a une des informations importantes, c'est que ces récepteurs sont glycosylés. Ce sont des N-glycoprotéines. Ce sont N-glycosylés, vous le verrez, et vous le voyez dans le schéma, c'est qu'il y a des sucres sur leur domaine extracellulaire. Alors, juste une question banale. Je vais la poser à Aurel. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, il y a que des chiffres. Je n'ai pas de préférence, hein, mais je te dis en fonction des personnes qui sont en face de moi. Aurel, est-ce qu'on peut avoir sur le RCPG, si je te montre le RCPG, et je te dis sur le domaine entre 5 et 6, tu vois le domaine entre 5 et 6? Il est intracellulaire ou extracellulaire? Les transmembranaires. Non. Le domaine, excuse-moi, entre 5 et 6. Ok, il est intracellulaire. Si je te mets au niveau de cette protéine, on peut avoir une eau-glycosylation. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui? Et Naïd? Non. Non? Lisa? Amélie? Non, alors, ouais, retiens. Tu as vu, j'ai choisi pile la bonne. J'ai la chance, hein. Il faut que je le tourne. Non, écoute-moi. Écoute-moi. Il n'y a pas de eau-glycosylation. Je répète, il n'y a pas de eau-glycosylation sur le domaine intracellulaire de protéines transmembranaires. Donc, sur le intracellulaire, tu as raison. Ça existe la eau-glycosylation sur une protéine intracellulaire, mais pas sur une protéine transmembranaire avec un domaine intracellulaire. Donc, sur le domaine intracellulaire, il n'y a d'une protéine transmembranaire, excusez-moi, il n'y a pas de eau-glycosylation. Par contre, la eau-glycosylation, elle peut se retrouver sur la partie extracellulaire d'une protéine transmembranaire, comme la N, comme la C. OK? Donc ça et vous n'avez pas vu ça encore en ED? Normalement, oui. On ne vous a peut-être pas posé encore cette question, mais si dans un ED, dans le calcul, vous voyez qu'il y a de l'eau-glycosylation dans le domaine intracellulaire, ça ne marche pas. Malgré le fait que la eau-glycosylation peut se retrouver en intracellulaire, mais pas sur le domaine intracellulaire d'une protéine transmembranaire. Ouais, Aurel? OK. Donc ici, elles sont toutes glycosylées, soit N, soit C glycosylées, mais sur leur domaine, donc extracellulaire. OK. Schéma suivant. Je pense que le schéma. Ah, attendez, je suis allé trop loin, excusez-moi. OK. Donc, schéma, page 132. Bon. C'est bête qu'ils n'aient pas mis le numéro des schémas, ça m'énerve. Mais... Donc, 132, on vous montre le fonctionnement. On va aller, donc, je répète, page 132. C'est celui-là. Voilà. Alors oui, j'ai parlé, vous m'avez pas repris de vol. J'ai parlé de deux informations. Première information, elles sont glycosylées. First. La seconde information, c'est quoi? C'est que toutes ces protéines, alors je crois que c'est surtout le RCPG, mais je crois que la plupart des protéines, elles agissent en dimère. Dans la membrane plasmique, chaque fois, vous les voyez quoi? En monomère. Il y a un RCPG, il y a un récepteur tyrosine kinase. En fait, alors je ne sais pas s'il y a un schéma qui vous le montre, toi, dans ton polycope, oui, mais je sais. Je regarde la suite. Non. Ah bon? Bon, peu importe s'ils l'ont enlevé. Mais dans tous les cas, il faut que vous sachiez. Ah, bah, très bien. Eh ben, on va le revoir. Un des derniers schémas vous montre que c'est en dimère, effectivement. Et donc, et je pense qu'elle en a parlé aujourd'hui, toutes les protéines, les RCPG, agissent en dimère, soit en homodimère, soit en hétérodimère, peu importe, ok, mais ils n'agissent pas seuls. Ok. Chaque fois, c'est en couple. Alors, on vous montre seul par simplification, mais chaque fois, ils agissent en couple. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur ce schéma? On constate que le RCPG, en question ici, il peut avoir plusieurs ligands. On connaît l'acétylcholine,
OK? C'est l'hormone, hein, en gros, l'hormone. Les ions calcium, il y a un RCPG, un type d'RCPG, c'est le CASR, je crois, qui est activé par du calcium. Et ça, d'ailleurs, normalement, vous devez le retrouver. C'est où qu'on retrouve ça? Dans le chapitre 4, non. Ouais. Où il y a tous les canaux pour entrer. Non. Et regarde, normalement, avec le NF-kappa-B. Normalement, quand il y a le schéma sur le NF-kappa, vous l'avez là? Dans le chapitre 4, le schéma avec le NF-kappa-B, normalement, il y a un truc avec le RCPG, l'augmentation du calcium qui active le RCPG. Ah oui, ça, tu as raison. Donc, c'est quoi le dernier schéma du chapitre, avant-dernier schéma ou avant-dernier schéma du chapitre 4. Donc, effectivement, on a dans le schéma où il y a tout le calcium, on voit qu'il y a un RCPG qui est activé par du calcium. Mais va sur le schéma avec le NF-kappa-B. Encore une fois, voilà. Encore. Non, non. Page 49, apparemment. Voilà, c'est là, c'est là. Regardez. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Exact. Vous voyez quoi? On constate que, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit que pour activer le NF-kappa-B, il fallait faire dégager le kappa-B. Comment on faisait pour dégager le kappa-B? On utilisait la kinase. Et on phosphorylait la kinase. Qui s'occupait de ça? C'est l'augmentation de calcium qui active le RCPG. Alors justement, non. L'augmentation de calcium active la kinase. On avait sous-entendu que ça peut être la calcium calmodulline. Mais l'effet inverse, c'est quand on inhibe les kinases. On avait dit que c'est l'arestine. Et regardez l'arestine, par qui elle est activée? Par le RCPG, qui est augmenté par quoi? Par l'augmentation de calcium. Donc on peut très bien sous-entendre, on peut supposer, excusez-moi, quand comment dire, l'augmentation de calcium, il va activer notre RCPG en question et qui va activer l'arestine. On va le voir dans le schéma l'arestine. Dans le chapitre 11, on va le voir l'arestine. C'est juste pour vous faire, juste pour vous rappeler qu'il y a ce schéma-là où on voit que le RCPG, son ligand, c'est le calcium. Bref. Et on peut activer le RCPG grâce à un photon également. Alors, je ne sais pas si j'ai pas vu si on parle de la transducine dans votre schéma, mais on va le voir. Mais voilà. Donc, ça, c'est les ligands. Puis après, on active la protéine. Donc, classiquement, le RCPG, on va activer la protéine G monomérique. C'est la sous-unité alpha. On va en voir plusieurs de sous-unités alpha. Alpha S, alpha I, alpha T, alpha 12, alpha Q, etc. On en a vu pas mal. Le régulateur, c'est le RGS. Vous vous souvenez? Le RGS, qui est pas a priori une protéine G, mais bon, ça, je crois elle avait précisé quelque chose. RGS, c'était protéine G. C'est un régulateur. Bon, a priori, c'est pas une protéine G, mais c'est ce qui va réguler la protéine G. Mais RGS pour la protéine G trimérique et pour la protéine G monomérique, c'est GAP. OK. Puis après, on a un second messager, etc., etc. Ça, on va le voir. Donc ça, c'est un schéma global. Comment ça se passe? Le schéma suivant, page 133, avec tous les RCPG, avec tous les sous-unités alpha, excusez-moi. Je vais trop long. Qu'est-ce qu'on a? On a donc 1, 2, 3, 4 types de sous-unités alpha. On va en voir une 4 5e, c'est alpha T. Mais ici, on a 4 sous-unités alpha. Alpha I, alpha Q, alpha S, alpha 12. Vous en connaissez deux. Vous connaissez alpha Q. Alpha Q, c'est elle qui a activé notre fameuse phospholipase C, qui coupait PIP2, qui donnait DAG dans la membrane plasmique, qui va donner IP3, qui va être dans le récepteur IP3, qui va libérer du calcium. Vous connaissez tout cet enchaînement de réactions. Vous connaissez aussi alpha 12. Vous vous souvenez que comment on active une protéine GRO? Vous connaissez une manière. C'est quoi? C'est quand la laminine ou l'intégrine se lient ensemble. Excusez-moi, l'intégrine va se lier à la laminine ou même à la fibronectine, qui va activer la protéine GRO dans la transduction mécanochimique et qui va permettre donc à la protéine GRO donc d'organiser le cytosquelette. On a vu microfibronactine, microtubule ou même filaments intermédiaires. Il y a une deuxième manière d'activer la protéine GRO, à part ça, c'est en activant RCPG.
Donc, lorsque le ligand va aller sur le RCPG, il va activer la soluté alpha 12 qui va activer la protéine ROGEF, qui va activer la protéine GERO, qui va se coupler au GTP. Et là, par la suite, on a donc le final de tout ça, c'est qu'il y a une cascade de phosphorylation. C'est ça que l'on va voir après. Donc, vous voyez que le but final, c'est qu'il y ait un FRT qui soit activé, qui va être phosphorylé. Donc, la phosphorylation est préalable à l'envoi au noyau, à l'ADN, et il va avoir la traduction mécanochimique. Excusez-moi, la transcription. Il y en a deux qu'on ne connaissait pas bien, mais un peu quand même. C'est alpha I et alpha S. Tout dépend de l'AMP cyclique. Alpha S, il va stimuler l'AMP cyclique en stimulant l'adénocyclase, et l'alpha I, il va inhiber l'adénocyclase, okay, en diminuant l'AMP cyclique. D'accord? Donc, l'effet de alpha I, c'est la diminution de l'AMP cyclique. L'effet de alpha S, c'est d'augmenter l'AMP cyclique. Faites attention, regardez, la toxine du choléra du pertussis, on l'avait vu. Pertussis, c'est comme coqueluche. Okay, vous vous rappelez dans le schéma du cycle à protéine G trimérique, on avait vu que toxine du coqueluche, elle était en haut ou en bas? En bas? En haut ou en bas? Voilà, normalement, c'est en haut, la toxine du coqueluche. Donc, la toxine du coqueluche, elle empêche l'activation. Elle empêche l'activation puisqu'elle est en haut. Il y a un cours, il y a écrit qu'elle l'empêche. Alors, justement, on va le voir, ça. Okay, ouais. Est-ce que du coup, les deux toxines de coqueluche et toxines du choléra, ils entraînent une augmentation de la LB cyclique? Exactement. Alors, justement, c'est que, comme vient de dire Salomé, c'est que la toxine du coqueluche, elle va avoir comme effet d'inhiber l'inhibition. Donc, en inhibant l'inhibition, elle va provoquer l'augmentation de l'AMP cyclique. OK? Ça, c'est la toxine du pertussis. Elle inhibe l'inhibition. C'est-à-dire qu'elle va inhiber le fait que alpha I soit activé. Donc, en moins par moins, ça fait plus. Et la toxine du choléra, elle va, je crois que la toxine du choléra, oui, sûr. La toxine du choléra, qu'est-ce qu'elle va faire, la toxine du choléra? Alors, attendez, juste très facilement, je reprends. C'est la toxine du choléra qui empêche l'inhibition. Puisque la toxine du choléra, ici dans alpha S, elle va empêcher la régulation. Donc, elle va toujours être activée, la protéine G. Donc, la MP cyclique sera toujours activée. Mais la toxine du pertussis, elle va inhiber l'inhibition. Elle va inhiber alpha I. Donc, si elle inhibe alpha I, c'est toujours augmenté. Donc, juste retenez que dans ce chapitre, dans ce schéma-là, toxine du pertussis et choléra ont le même effet, c'est l'augmentation de l'AMP cyclique. Dernière chose, qu'est-ce qu'on constate sur ce schéma? C'est que les sous-unités bêta-alpha peuvent agir, ok, de manière quoi? De manière indépendante. Elle agit de manière indépendante pour aussi activer la phosphorylation, l'adénocyclase, les canaux ioniques, etc., pour avoir une autre piste, ok? Mais aboutissant au même principe, c'est qu'on va phosphoryler la FRT qui va aller sur l'ADN. D'accord? Page 134 avec la protéine G, la voie d'activation avec la phosphorylation. Normalement, ça, ce schéma, vous le connaissez par cœur. La seule chose en plus qu'on va voir aujourd'hui, c'est que le calcium qui va sortir à partir du RE, de l'enveloppe nucléaire, du Golgi, etc., pas de la mitochondrie, bien évidemment. Hein, vous vous souvenez que le récepteur IP3 n'est pas au niveau de la mitochondrie. Ce calcium-là peut activer la calcium calmoduline, puisque la calcium calmoduline, elle est activée grâce au calcium. Et la calcium calmoduline, elle va avoir plusieurs effets, vous le savez. Elle peut activer la hénosynthase, elle peut activer les kinases, les phosphatases, l'adénocyclase et normalement la phosphodiesterase. Voilà, la phosphodiesterase. La phosphodiesterase, c'est ce qui va permettre de passer de l'AMP cyclique à l'AMP.
Donc, il y a la phosphodiesterase de l'AMP cyclique, la phosphodiesterase du GMP cyclique. OK? Donc, retenez bien tous les rôles du calcium communicine que vous êtes censé avoir appris en amont, mais elle entraîne les phosphorylations, la hénosynthèse. Juste une parenthèse, la hénosynthèse, c'est où qu'on l'a retrouvée dans l'enrôle plasmique? Dans les radiolipidiques. Très bien. C'était juste une parenthèse. Et on va le voir tout à l'heure où est la hénosynthèse. Si on a le temps. Elle active l'adénocyclase, la phosphodiesterase. Okay. Donc, je répète, l'adénocyclase, c'est pour donner un cycle au GMP, là, ici à l'AMP, pour passer d'AMP à AMP cyclique. OK? Donc, ça, voilà. Juste une parenthèse aussi sur ce schéma qu'on n'avait peut-être pas vu, c'est que le DAG, on pensait qu'il servait à rien, qu'il restait dans la membrane plasmique, mais DAG, il peut activer une protéine kinase C, qui va obligé jouer un rôle dans les phosphorylations. Tout le but, encore une fois, tout le but de ces réactions, c'est de former des phosphorylations. Et après, j'ai pas Ou non, les phosphorylations vont activer des protéines, comme l'arestine, on va le voir tout à l'heure, qui vont jouer après le rôle de FRT. C'est tout. Et qui vont permettre la transcription de gènes. D'accord? Alors, maintenant, on va parler de la rhodopsine. Donc, c'est bien, il est bien présent ce schéma avec alpha-T. Alors, je ne sais pas si elle a insisté sur ce schéma. Je trouve que c'est un super schéma, mais bon, il ne tombe jamais. Mais bon, je pense qu'il est important. Ici, on part d'une autre sous-unité, alpha. Ce n'est pas alpha Q, pas alpha I, pas alpha S, alpha 12, c'est alpha T. La sous-unité alpha T, elle s'appelle la transducile. Et elle est rattachée à un RCPG qui est sensible au photon. Okay, le photon, c'est une petite molécule qui va permettre d'activer la alpha T. Et là, quand l'alpha T va être activée, elle va avoir comme effet d'activer la phosphodiesterase du GMP cyclique et que le GMP cyclique diminue. Si le GMP cyclique diminue, on a ce qu'on appelle une hyperpolarisation de la cellule. Et ici, on est au niveau, ici, ici, on est au niveau de quoi? On est au niveau d'une cellule photoréceptrice, un bâtonnet. Alors, je vais expliquer que c'est très simple. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois d'être dans le noir complet. Et quand vous sortez à la lumière, il y a un moment où vous ne voyez plus rien. Et que l'œil, après, se réadapte. Ben, je crois que c'est ça. C'est que l'hyperpolarisation de la cellule, l'augmentation le diminution du GMP cyclique va tout fermer. Donc, vous n'allez rien voir. Et va créer, donc le Na diminue, le calcium diminue, tout diminue, le GMP cyclique truc diminue, arrête l'exoxydase, donc il n'y a plus rien qui se passe. La cellule, elle se met en off. OK? Puis après, vous revoyez, ça s'adapte. Et donc là, il y a une protéine qui s'appelle la recoverine. Donnez-moi juste, essayez de... Alors, la recoverine, elle est activée en absence de calcium. Donc, donnez-moi l'inverse de la recoverine, qui est activée grâce au calcium. Calcium camoduline. Bravo. Bravo. La calcium. Elle fait que dire, on peut participer. Ah, mais oui. Mais, non, pour participer, il faut venir en cours. Allez vous faire voir. Hein. Ceux qui sont en Zoom, ils vont voir le beurre et l'argent du beurre. Hein. Je sais que vous n'aimez pas me voir, mais quand même. Donc, l'inverse de la recoverine, c'est la calcium communicine. C'est une blague. C'est dans le sens où je me rappelle, dans le livre de Pierre Co, il est marqué à l'inverse de la calcium camodoline, la recoverine est activée. Ça avait marqué à l'époque, la recoverine est activée en l'absence de calcium. Et la recoverine, son but, c'est d'activer le GMP cyclique. OK? Le GMP cyclase qui va augmenter le GMP cyclique et on revient à l'état de réadaptation. On revient à l'état naturel, disons. Et ça, est-ce que vous l'avez expliqué en cours? C'est hyper important, quoi. Oui, mais bon, il faut savoir de quoi on parle, quoi. Le GMP cyclique qui augmente, machin, bidule, bon, bref. Juste, on met ici, c'est quoi la rhodopsine kinase? Alors, vous voyez, là, c'est important. Ici, c'est quoi la rhodopsine kinase? Ça va phosphoryler le RCPG. Si on phosphoryle le RCPG, on va l'inhiber. Pourquoi? Ça va provoquer une endocytose, parce que la phosphorylation, comme l'ubiquitination,
d'un récepteur, ça va provoquer son endocytose. Donc ici, vous voyez, et ça c'est vraiment un élément paradoxal de votre cours, c'est que à la fois, vous voyez des fois que la phosphorylation, elle inhibe, parce qu'elle provoque une endocytose, elle désactive, mais des fois, et on l'a vu pour la myosine, on le voit ici pour la restine et pour tout ce qui est FRT, ben, la phosphorylation, elle permet d'activer. C'est juste une nuance, un côté un peu paradoxal qu'il faut avoir en tête. C'est pas juste la phosphorylation, ça active tout ou ça inhibe tout. Ça dépend quoi. Donc ici, si on active la rhodopsine kinase, elle peut inhiber, et on va revenir à l'état normal. Puisqu'en inhibant ce RCPG, la rhodopsine, ben, le GMP cyclique, il va continuer son augmentation, il va arrêter sa diminution, si vous voulez. D'accord? Voilà. OK, on a fini sur le RCPG. Ça, c'est tout ce qu'il fallait savoir sur le RCPG. On va voir un dernier schéma, mais en gros, vous avez compris le principe. Le ligand qui va activer la protéine G, qui va avoir comme effet, soit, on l'a vu ici, d'augmenter l'AMP cyclique, soit l'AMP cyclique, soit dans le rhodopsine, diminuer le GMP cyclique, soit alpha 12, soit alpha Q, etc., etc. Bon. Et ça va avoir un effet à la fin, dans la transduction mécanochimique, va avoir un effet sur la cellule que vous devez savoir parfaitement. Deuxième type de récepteur, c'est le récepteur tyrosine kinase. Alors, le récepteur tyrosine kinase, lui, il a comme particularité, ok, il a comme particularité de faire en sorte qu'il y ait quoi? Qu'il y ait le ligand qui va se mettre sur son récepteur, qui va provoquer ensuite, deuxième étape, une dimérisation du récepteur. Alors, je ne sais pas s'il est déjà en dimérisation ou il va se dimériser. Voilà, induit la dimérase du récepteur, sauf pour le récepteur d'insuline, ça c'est très important. Donc, tous les récepteurs tyrosine kinase se dimérisent, sauf le récepteur de l'insuline. Deuxième étape, ou troisième étape, on va dire, troisième étape, autophosphorylation. Donc, l'autophosphorylation du récepteur, sur son domaine intracellulaire, bien évidemment. Et enfin, quatrième étape, endocytose, grâce à une vésicule recouverte de... C'est Catherine, Catherine. Catherine. Ici, à chaque fois qu'on a une endocytose d'un récepteur ici, tyrosine kinase, c'est chaque fois avec clatrine. Retenez-le, on ne vous l'a pas mis, mais retenez-le. Ah oui, ben voilà, il est marqué en plus. OK? Donc, c'est comme ça. Ligand, dimérylation, autophosphorylation, endocytose, clatrine. Donc, il y a la dernière protéine G. Ah non, pas l'avant-dernière protéine G, mais bon, vous en avez déjà parlé de l'autre, la RAN. Mais dernière protéine G que vous voyez dans le chapitre 11, c'est la protéine G RAS. La protéine G RAS, elle est couplée non pas à un RCPG, puisqu'ici c'est une protéine G monomérique, hein, faites attention. Ici, on est en présence d'une protéine G monomérique, RAS, qui est activée grâce à un récepteur tyrosine kinase. Donc, ne mélangez pas les pinceaux entre RAS monomérique, trimérique. Là, on est dans un truc monomérique. Donc, le facteur de croissance qui est en dimère va se mettre sur le récepteur tyrosine kinase qui va se dimériser. Autophosphorylation, endocytose, clatrine. Mais dans le passage, on va activer une protéine G intermédiaire qui va activer RAS-GEF. Et RAS-GEF va avoir comme effet d'activer le RAS qui va être couplé maintenant au GTP. Le rôle de RAS couplé au GTP, c'est de former des cascades de kinase avec ERK. Donc ERK, c'est une kinase spécifique qui fait phosphorylation, ça s'appelle la cascade de kinase. L'objectif ici de toutes ces phosphorylations, c'est de provoquer une différenciation cellulaire, prolifération et survie cellulaire. Donc encore une fois ici, l'aspect positif de la phosphorylation, encore une fois, vous verrez que chaque fois, dans les QCM, si ça tombe souvent, les trucs finaux, c'est les phosphorylations et la prolifération cellulaire. Okay, même le récepteur tyrosine kinase, quand il se fait endocyter, son objectif, c'est de provoquer une prolifération, une différenciation cellulaire. Alors, j'adore ce schéma il est tombé en annales. Alors, il y a une époque où il y avait en histologie, bio-C, embryologie, il y avait 40 questions. Il y avait 40 QCM. Là,
Non, il y avait 60 questions. En tout, il y avait 60 questions. Vous n'avez que 40 questions avec histoire embryon. Et il y avait sur ce schéma-là, il y avait peut-être 8 questions sur ce schéma-là. 8 QCM. Mais c'est intéressant ce schéma parce que on voit la différence entre le RCPG, le récepteur tyrosine kinase. Ici, c'est l'insuline et la différence avec le glucagon. Insuline, c'est hypoglycémiant. Glucagon, c'est hyperglycémiant. Donc, quand je fais un jeûne pendant un jour entier, okay, ben, l'insuline, elle va carburer parce qu'elle va faire sortir la nourriture dans le sang. Elle va augmenter la glycémie. Donc, le sucre va augmenter lorsque, justement, on en a besoin. L'insuline a un rôle, donc, non. Ça, c'est le glucagon, désolé. Ça, c'est le glucagon. Donc, le glucagon, il va faire sortir. L'insuline, quand on mange trop, elle va faire en sorte que le sucre rentre dans les cellules. Le fameux exemple du pot de Nutella. J'ai jamais pris un pot de Nutella à cuillère. Ah, pot de Nutella à cuillère, je ne vous le conseille pas, mais c'est très bon. C'est défoncé par ma femme à chaque fois que je fais ça. Mais... non, je ne vais pas souvent. Donc là, on voit quoi? La différence entre glucagon et insuline. Donc, glucagon, c'est avec le RCPG, insuline, c'est avec le récepteur tyrosine kinase. L'insuline, on va commencer par glucagon. Glucagon va se mettre sur le RCPG, qui va activer la soluté alpha S, qui va augmenter l'AMP cyclique, qui va jouer son rôle. L'AMP cyclique va jouer pleinement son rôle. C'est un complexe actif. Alors, juste regardez, je vais juste. On a dit platine. J'arrive. Anna, tu m'entends? Aurèle, t'es pas seule. Hein. Il y a combien de gens dans le Zoom? C'est moi, désolé. Donc, je disais ici qu'il va jouer son rôle. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le glucagon? Ben, il va faire en sorte de faire, encore une fois, sortir le sucre de la cellule. Maintenant, on n'a plus besoin du RCPG parce que le RCPG a fait son rôle. Il va y avoir une endocytose. Autophosphorylation, enfin pas phosphorylation du RCPG qui va être endocytée. Alors là, je crois pas que, je sais pas si c'est avec Clatrine ou voilà, c'est a priori aussi avec Clatrine. Alors, vous verrez, on va le voir dans le chapitre, vous allez voir dans le chapitre 11 que c'est l'arestine, ok, qui va reconnaître ces sites de phosphorylation et qui va permettre son endocytose. Mais là, l'endocytose, quand la protéine est endocytée en question, ben, le récepteur est inactif dans l'endosome précoce, puis dans l'endosome tardif, puis après dans le lysosome. Okay, et si, après, on a une phosphatase qui va permettre au RCPG d'être recyclé à la membrane plasmique, mais ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le fait qu'il y ait dissociation entre ligand et récepteur va faire en sorte que le RCPG soit recyclé. Et le ligand, le glucagon, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller en compartiment lysosomal, on va le détruire. Okay, il va être après lui aussi, j'imagine, recyclé. Maintenant, tyrosine kinase, ça marche même d'une autre manière. L'insuline va se mettre sur son récepteur tyrosine kinase qui n'est pas dimérisé, on vient de le dire tout à l'heure, mais l'insuline, lui, il vient en dimère. Autophosphorylation, endocytose clatrine, et là, le récepteur, quand il est endocyté dans l'endosome précoce, et je crois aussi dans l'endosome tardif, ou entre les deux en tout cas, il est actif. C'est là où il va jouer son rôle. Puis on a une phosphatase du RE qui vient que du RE, qui va enlever la phosphorylation et qui va désactiver. Si vous voulez ici, la phosphatase, elle va désactiver la protéine, le récepteur tyrosine kinase, et qui va être recyclé. Donc à chaque fois, on a besoin d'une phosphatase. À droite, c'est la phosphatase du RE, à gauche, c'est une phosphatase X. D'accord? Et pareil, dissociation au niveau de l'endosome tardif. Alors, il faudra voir dans votre cours si le récepteur tyrosine kinase, à quel moment il est complètement inactivé. Normalement, c'est l'endosome tardif. Normalement, c'est à ce moment-là qu'il se désactive complètement. OK? Donc ça, on s'en fout un peu. Même 138, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est pas compliqué.
139, on l'a vu le schéma 20 fois, donc je n'ai pas besoin d'insister dessus. Alors voilà, 140. La dernière fois que vous avez pleuré, oui, c'est pas ce schéma, il n'était pas dans le concours, c'était quoi ce schéma là, purée, Dan, salopard et tout. Bon, vous voyez que j'ai été très sympa parce que vous allez voir, je crois aussi dans le chapitre 9, on va revoir cette séquence-là. Bah, le récepteur nucléaire en question, celui qui se fait choper par l'hormone, stéroïde, etc., il a une structure A, B, C, D, E. AB, il joue un rôle dans la régulation de la transcription. D'ailleurs, comme le domaine E, parce que le domaine AB et E se touchent, parce que c'est en 3D, et c'est en fer à cheval comme ça, donc le domaine AB et E se touchent. Domaine C, c'est le domaine de fixation à l'ADN. Domaine D, c'est un peu un domaine, on s'en fout. Sur le domaine E, il y a la fixation de l'hormone. L'hormone stéroïde et les parts se mettent au domaine D. Le NLS également. Excuse-moi, domaine E. Donc, NLS, par dimérisation et régulation de la transcription, c'est le domaine E. Ça, je ne vous ai pas fait de question la dernière fois sur ça, mais je pense que c'est intéressant de bien l'apprendre. Et ici, qu'est-ce qu'on constate? La même chose. L'hormone stéroïde, qui a besoin d'un transporteur sanguin puisqu'il est liposoluble, il va rentrer dans la cellule sans récepteur. Donc, vous avez vu qu'on a changé de dimension là. On est passé dans le deuxième schéma, okay, sans récepteur transmembranaire. Cet hormone stéroïde, l'androgène, va aller par les pores nucléaires, va arriver dans le noyau. Il va rencontrer notre récepteur coupé aux parts, tranquille, inactif. Les parts dégagent, l'hormone stéroïde se fixe, dimérisation, vous vous souvenez, accrochage du NLS, domaine E, fixation à une séquence précise de l'ADN qui s'appelle ERH. Donc la séquence de l'ADN en question s'appelle séquence ARN-ERH. Puis fabrication d'ARN messager, puis protéines qui vont ressortir. C'est ce qu'on appelle la transcription. Facteur de régulation de la transcription. Donc ce récepteur en question nucléaire va jouer un rôle de FRT. Donc là, c'est un exemple, c'est le seul exemple que vous connaissez, de l'androgène qui va sur ce récepteur nucléaire. Ce récepteur nucléaire, juste vous constatez qu'il était inactif dans le noyau. C'est dans le nucléoplasme, tranquille. Okay, il n'a pas été amené. Donc pareil, la dimérisation du complexe hormone-récepteur n'est pas dessinée par simplification, et la liaison du complexe hormone-récepteur provoque une courbure de l'ADN que vous allez voir dans le chapitre 9. Courbure de l'ADN, vous allez voir, c'est un truc hyper sympa. Donc 141, on s'en fout un peu. Et enfin, alors je vous laisserai, on va le voir là de suite. Donc, dernière possibilité, c'est quoi? C'est le NO, le signal gazeux, qui va lui ne pas avoir ni de récepteur nucléaire, ni membranaire, ni rien. Il va diffuser. Alors, comment on active le NO? Ben, si on prend le truc avant, ben, il va être activé grâce à la hémosynthèse. Ah, très bien, ça je connais. La hémosynthèse dans les radiolipidiques. Ah, ça, ok, ça je connais. Cette hémosynthèse dans les radiolipidiques est activée par qui? La calcium-calmodéline. Ah, ça je connais, on l'a vu tout à l'heure. La calcium-calmodéline, elle est activée par quoi? Par le calcium, qui provient du récepteur IP3. Ah, ça je connais. Ce récepteur IP3, il était activé par le calcium, par l'IP3. L'IP3, il vient de BIP2, alpha-Q, phospholipase, RCPG. Vous remontez là, Olivier? Ben non, peut-être ça va. C'est par cœur, vous donnez ça, savoir ça. Hein. Ouais? C'est clair pour tout le monde, ça. Amélie? Ouh là, j'aime bien ça, oui. Là. Et oui, en rigolant, c'est jamais bon. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Alpha-Q, phospholipase, IP3, PIP2, IP3, DAG. IP3, ça va sur son récepteur IP3 qui va libérer du calcium. Le calcium va être couplé au calcium camélogène qui va activer la hénosynthèse, on l'a vu tout à l'heure. La hénosynthèse, regardez juste une parenthèse, l'hénosynthèse, c'est une protéine cytosolique, hein, la hénosynthèse, vous la voyez. Elle est cytosolique, elle n'est pas transmembranaire, mais elle est accrochée par des acides gras à la membrane plasmique. Donc, fabrication du NO, et le NO, son but, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'augmenter le GMP cyclique. On l'a vu dans le premier schéma tout à l'heure, c'est quoi? Le NO va augmenter le GMP cyclique. Et vous voyez que PDE, c'est quoi? Phosphodiesterase, qui va transformer le GMP cyclique en GMP quand on veut le recycler, qui va provoquer une relaxation cellulaire, une vasodilatation. C'est quoi une vasodilatation? Mais c'est quoi une vasodilatation? On est au calme. Oui, mais c'est quoi? Voilà.
vasodilatation. Dilatation, j'ai fait ça. OK. Le schéma juste en dessous, page 142, vous voyez quoi? Que l'arestine, elle va avoir comme rôle de reconnaître les sites de phosphorylation. Elle-même, l'arestine a été préalablement phosphorylée. Donc, vous voyez que l'arestine, dans le schéma du NF-kappa B, elle faisait quoi? Elle inhibait les kinases. Ouais, je répète, on l'a vu tout à l'heure. L'arestine, dans le NF-kappa B, il inhibait des kinases. Ici, elle est activée par une kinase. Vous voyez que c'est un peu paradoxal. Mais elle va reconnaître, quand elle va vouloir endociter, tout à l'heure, on a vu que quelqu'un il se fait endociter. Mais comment il se fait endociter? Grâce à l'arestine qui va reconnaître les sites de phosphorylation, endocytose, dynamine, clatrine, etc. Endocytose tardive, précoce, etc. Précoce, tardive. L'arestine, on l'a vu dans l'NF-kappa B, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle inhibait, elle activait, excusez-moi, les kinases. Ouais. Elle inhibe les kinases, excusez-moi, elle inhibe les kinases, et donc elle inactive l'action du NF-kappa B. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on constate? Que l'arestine, pour être, comme une myosine d'ailleurs, pour être activée, elle a besoin d'être phosphorylée. Donc l'arestine est phosphorylée, puis après, elle va jouer son rôle d'endocyteuse, reconnaître les sites de phosphorylation, et d'endocyteuse du RCPG. Donc on dit juste que soit il y a une kinase, une polyphosphorylation, et là c'est l'arestine qui s'en occupe, soit une monophosphorylation, on va dire, et là il n'y a pas d'arestine. Et enfin, les deux derniers schémas, j'ai rien et strictement rien à vous dire de plus. C'est exactement un mélange, et ça tombe. C'est un mélange de tous les schémas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai mis un schéma là, en QCM dirigé, sur celui-là ou celui d'en dessous. Okay, mais les deux sont tombés. Hein. Okay, donc, c'est un résumé de tout. La seule chose que j'ai à vous apporter, c'est dans le dernier schéma, 143, page 143, dernier schéma, tout en dessous. On constate qu'il existe un RCPG dans le RE. Incroyable. Et son ligand, donc c'est un œstrogène, ça peut être un œstrogène, va sur son domaine cytosolique. Donc son N-terminal, vous le voyez, hein, le N-terminal du RCPG, il est plutôt dans le RE, dans la lumière du RE, et son C-terminal, il est plutôt en cytosol. Et ici, on constate quoi? Je vous l'explique, c'est que, encore une fois, l'œstrogène, alors l'œstrogène, on avait dit quoi? Qui va aller normalement sur quoi? L'œstrogène, il va sur le récepteur nucléaire. Bon, ben, l'œstrogène, des fois, il va avant d'aller sur le récepteur nucléaire que vous voyez en dessous. Vous le voyez en dessous? Tout en dessous? On voit que l'hormone stéroïde peut aller aussi sur un RCPG pour activer le RCPG, qui a été où? Dans l'enveloppe l'enveloppe nucléaire ou le RE. OK? Donc, c'est incroyable, non? Vous en foutez? C'est la première fois que vous voyez RCPG dans le RE. C'est pas sensible. Et l'hormone stéroïde, elle peut avoir le rôle classique, c'est d'activer le récepteur nucléaire, dimérisation, séquence ERH, etc., etc., etc. Et on constate que quand Adam va couper une protéine, ben, ce ligand extracellulaire va se libérer, va aller sur un récepteur tyrosine kinase, il peut aller effet autocrine ou paracrine dans une autre cellule et faire, encore une fois, le récepteur tyrosine kinase va jouer un rôle d'autophosphorylation, de cascade des kinases. On peut activer la protéine GRAS qui peut avoir comme rôle de faire des cascades de kinases et encore une fois, de phosphorylation, FRT, différenciation, survie cellulaire. OK? Bon, c'est tout le chapitre 11, hein, donc ils ont quand même vachement diminué. Voilà, c'est bon pour moi.